Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samedi de lire et aujourd'hui je reçois le docteur Stéphanie Léonard. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Oui, ça va très bien, je suis contente d'être ici. Moi je suis très contente de te recevoir et j'ai envie un peu de te présenter à mes auditeurs. Alors tu es psychologue, titulaire d'un doctorat en psychologie et spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires et de l'image corporelle et tu as également fait une maîtrise en psychiatrie. Oui. Et en plus, en 2010, tu as lancé un site internet qui s'appelle le drstephanieleonard.com où il y a une plateforme éducative qui porte justement sur les comportements alimentaires et l'image corporelle. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir décidé justement de lancer ce site internet-là? En fait, je trouvais que ce qu'on entendait relié à l'image corporelle, relié à notre rapport avec l'alimentation et le corps, c'était souvent juste des trucs pour changer notre apparence, supposément pour le mieux. Mais donc, je fais allusion au régime, au plan d'entraînement, toutes sortes de produits, tout ça, qui, on sait, contribuent pas à une estime de nous-mêmes positive, au contraire. Donc, je me disais, moi, j'aurais envie d'écrire des articles pour démystifier, genre sur l'inefficacité des régimes amaigrissants, tout ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai écrit certains articles que j'ai envoyés à des magazines que je nommerai pas aujourd'hui et en leur disant, j'aimerais vraiment pouvoir écrire pour vous. Et on m'a dit, on aime beaucoup ce que vous écrivez, c'est très pertinent, sauf que c'est pas vendeur. Alors, j'ai aimé leur honnêteté. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors, très, très, très humblement, je me suis dit, mais je vais partir un site Internet, je vais publier mes propres articles en me disant, je vais voir ce qui arrive. Puis étonnamment, j'ai eu beaucoup de gens qui, je voyais par les statistiques là, de mon site, que les gens allaient visiter. Il faut dire aussi qu'en parallèle à mes articles, je faisais des entrevues. Ça a été un petit peu le précurseur du livre, là. J'ai fait des entrevues avec des personnalités connues qui acceptaient de me rencontrer pour me parler de leur rapport avec le corps, l'alimentation, tout ça. Alors ça, les gens étaient intrigués par ça, ils allaient cliquer et souvent, j'avais des mots-clés qui les amenaient à d'autres articles. Alors, c'est un peu comme ça que c'est parti, cette idée-là. Et ça a été... j'étais étonnée, en fait, de voir qu'il y avait autant de gens qui étaient curieux et puis qui cherchaient des choses reliées à ça puis qui avaient envie d'en apprendre plus puis qui n'avaient pas nécessairement envie de juste lire des choses pour changer leur apparence, là. Et tu as publié justement, parlons-en, du livre Miroir, Miroir, Vivre avec son corps. Oui. Où tu as rencontré une trentaine de personnalités connues qui parlent de leur regard sur leur corps. Oui, c'est ça. Donc, le livre est vraiment... en fait, c'est qu'après, ce que je voyais, c'est que sur mon site, les gens souvent m'écrivaient ou mettaient beaucoup de commentaires comme quoi certains témoignages les avaient particulièrement touchés, tout ça. Alors, j'ai toute une équipe autour de moi là on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose qui va durer, qui va être on va faire des photos très naturelles, on va essayer de vraiment et j'ai donc élargi et j'ai fait 30 entrevues avec des personnalités connues. Donc le livre est un peu le résultat à plus grande échelle, disons, de ce que je faisais sur mon site internet. C'est certain que le livre c'est un autre médium que moi j'aimais beaucoup parce que c'est un genre de livre qui peut traîner sur notre table à café, sur notre table de chevet, qu'on peut offrir. C'est pas un livre qu'on a besoin de lire du début à la fin. Puis c'est peut-être des moments dans nos vies où on a plus envie de lire ça aussi. Justement, au centre du livre, moi, j'ai cinq petits articles là, qui sont des textes que moi, j'ai écrits. Mais en fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est venu cette idée du livre Miroir, Miroir. Et comment ils ont réagi, ces personnalités-là connues, de parler de leur corps? Est-ce qu'il y en a qui ont hésité à en parler? Pas beaucoup, parce que moi, je m'attendais, ça c'est très, très, très drôle comme histoire, parce que quand je raconte ça, ça me fait rire. Moi, au tout début, j'étais tellement inquiète en me disant « personne va accepter que j'ai lancé à peu près une vingtaine de personnalités en même temps. Donc, je les ai contactés par leur agent, par courriel, par Facebook, en leur disant ma petite histoire de bonjour, j'aimerais faire un livre et tout ça, est-ce que vous voulez participer? Et presque tout le monde a accepté d'un coup. Moi, dans ma tête, j'allais devoir travailler très fort pour que les gens acceptent. Puis j'ai été déjà étonnée d'emblée là, de voir que c'était un sujet qui touchait beaucoup de gens. Et puis, je sais pas si c'est parce que je suis psychologue, peut-être que ça leur inspirait une certaine confiance. J'ai trouvé toutes les femmes, les hommes qui ont participé au livre, là, d'une authenticité, d'une générosité. Je leur disais toujours, bloquer 1 heure à peu près pour l'entrevue. Ça n'a jamais duré 1 heure. Ça a toujours été 2 heures, 2 heures et demie, de belles discussions, de beaux partages. J'ai vraiment senti que c'était un sujet qui était précieux et puis qui touchait beaucoup de gens à différents niveaux et que les personnalités connues avaient envie d'en parler parce qu'évidemment, elles ne sont pas rémunérées pour le livre. Là, c'est vraiment comme pour eux un projet un peu de bénévolat, là, tu sais. Mais donc, oui, donc ça s'est super bien passé. Finalement, je me suis rendu compte que
il y avait de la place pour ce genre de thème-là, puis que les gens avaient envie d'en parler, de faire du temps dans leur horaire pour justement accorder une entrevue, faire des photos et tout ça, tu sais, ce qui n'est pas évident, là, parce que c'est des gens très occupés. Et toi, ton choix de personnalité s'est fait comment? Est-ce que c'est parce que, dans le cas, mettons, de Joey Scarpellino, on sait qu'il a vécu de l'anorexie. Est-ce que tu le savais au départ avant de l'interviewer? Oui, je le savais, et c'est ça. Donc, c'est pas... je voulais pas avoir uniquement des gens qui avaient vécu un trouble ou des difficultés. Je suis allée beaucoup par coup de cœur, je suis allée beaucoup par ma curiosité à moi, et j'avais une envie d'aller large. C'est-à-dire, je voulais des jeunes, je voulais des moins jeunes, je voulais des hommes, je voulais des femmes. Et j'avais envie que ça soit pas juste des comédiens, il y a des athlètes, il y a des chanteurs, il y a tout ça. J'avais comme cette idée-là de dire, je vais aller large pour justement démontrer que c'est assez homogène en termes de difficultés ou d'enjeux. Tout le monde a vécu des choses par rapport à ça à différents degrés. Comme Joey Scarpellino, lui, effectivement, ça a été un trouble alimentaire, et il y en a d'autres personnes aussi qui mentionnent avoir vécu un trouble alimentaire, comme Mireille Desglin, par exemple. Mais il y en a pour plusieurs, ça a été quand même un parcours à ce qui s'est fait assez bien au niveau de leur acceptation, tout ça. Alors, c'était un peu comme ça que j'y suis allée. Il n'y avait pas vraiment de plan. Je pense que des fois aussi, c'est des gens que je croisais dans le contexte de mon travail ou juste sur la rue. Même, je me suis déjeunée, là. Moi, c'était pas facile pour moi. Je croisais quelqu'un, puis sur la rue, je me disais, OK, j'y vais, je me présente, puis je leur dis, je leur parle de mon projet, puis ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille, ouais. Et c'est pas facile, des fois, pour des personnalités connues de s'accepter en plus, parce qu'on a le regard du public aussi. Oui, alors il faut s'imaginer que pour monsieur, madame, tout le monde, là, nous, disons qu'on peut vivre certaines insécurités et on a le regard d'autrui, que ce soit dans notre milieu de travail, dans notre famille, les amis, tout ça. Là, il faut comme amplifier ça. Le coefficient de difficulté devient là, vraiment plus grand de par le fait qu'ils sont exposés, en fait, à un nombre de personnes, d'opinions qui est vraiment très grand. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est difficile, c'est à chaque fois d'être très scruté et d'avoir beaucoup de gens qui vont se permettre de passer des commentaires, tandis que dans la vie d'une personne qui n'est pas connue, ben, tu sais, ça peut arriver, mais pas à ce degré-là. Alors, c'est sûr que ça rend ça encore plus intense, dépendamment de ce qu'on peut vivre. Ça peut être soit plus difficile ou soit encore plus valorisant aussi, parce que ça fonctionne dans les deux côtés, puis ça aussi, je l'ai observé, là. Et justement, ça me vient en tête, on en parle beaucoup dans l'actualité, justement, de l'intimidation que certaines personnalités, et dont Saskia Tio qui en parle dans l'ouvrage, l'intimidation qu'elle a reçue sur son apparence corporelle. Oui, et ça, ben c'est une de mes très bonnes amies en plus, et puis j'ai trouvé ça, je l'ai trouvée très bonne dans cette démarche-là, parce qu'on sait en fait que même chez les jeunes enfants, l'intimidation, c'est la cause principale, l'insatisfaction par rapport à l'image corporelle, c'est la cause principale de l'intimidation. Donc c'est pas rien, là, je veux dire, c'est la raison première pour laquelle les jeunes se font intimider, et jeunes et moins jeunes, parce qu'effectivement, dans le cas de Saskia, ce qu'on a vu, c'est que même à notre âge, dans la quarantaine, ça se passe encore des commentaires comme ça. Alors, j'aime beaucoup l'idée que les gens en parlent, on en entend justement beaucoup parler ces jours-ci encore aussi. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment pas garder ça dans le silence, et puis ça, c'est vraiment une démarche de société, là. C'est des discussions qu'on doit avoir définitivement. Et souvent, les gens, ils veulent être gentils, puis ils vont nous dire « Ah, t'as perdu du poids », au lieu de nous dire « T'as l'air en forme », ouais. Oui. Et puis, c'est pas méchant, des fois, les gens sont tellement... on cherche le mot, mais c'est conditionnés. Tellement... Oui, à ça qu'eux, ils pensent que c'est gentil. Exactement. On est vraiment conditionnés à percevoir la minceur et la perte de poids comme une espèce de victoire, un signe de contrôle de soi, de maîtrise de soi-même. Alors, c'est toujours glorifié, valorisé, qu'importe. Je pense à Marie-Soleil Michon, que j'avais rencontrée pour mon site Internet et non pour le livre, qui m'avait dit, justement, à un moment donné, elle avait perdu du poids. C'était pas voulu, c'était plutôt parce qu'elle avait été malade. Et puis, elle avait des compliments. Alors, c'est de dire à quel point les gens sont complètement, un peu des fois, déplacés, mais c'est une maladresse. Moi, je le vois comme une maladresse qui est beaucoup issue de notre conditionnement à trouver ça positif sans se poser de questions et vraiment comme une victoire. Et ce qui est important de dire aux gens, puis je pense, j'entendais ça récemment à la radio, que c'est pas parce que quelqu'un est mince qu'elle est en forme, puis quelqu'un qui est enrobé peut être encore beaucoup plus en forme que quelqu'un qui est très, très mince, là. Ça, on travaille très, très fort pour défaire ce mythe-là.
Parce qu'effectivement, il y a plusieurs études dans les, mettons, 5-10 dernières années là, qui font état du fait que ce sont plutôt les comportements, les habitudes de vie qui sont reliés à la santé d'une personne et non le chiffre, le poids. C'est certain que là, on parle pas de gens qui souffrent d'obésité morbide, où là, vraiment, ça, c'est autre chose, mais on parle tous des gens qui se font dire vous souffrez d'embonpoint, vous êtes en surpoids, c'est pas vrai. Et là, le fameux IMC, là. L'IMC, oui, que moi, j'ai écrit justement un texte sur ça parce qu'on le remet énormément en question. C'est probablement pas le meilleur outil pour évaluer où on se situe. Je pense qu'il faut plutôt regarder nos comportements, évaluer notre rapport à l'alimentation, notre rapport au fait de bouger dans le plaisir et tout ça. Et c'est vrai, moi, j'ai des personnes qui viennent me consulter à mon bureau privé qui sont vraiment très, très actives, qui vont faire même des marathons, des choses exceptionnelles, mais qui ont un corps plus enrobé. Puis ils se font dire toutes sortes de commentaires. « Ah, t'as pas le corps pour faire ça. » Et à l'inverse, des gens qui sont extrêmement minces et qui sont pas du tout en santé. Alors ça, on a vraiment quelque chose à démystifier parce que les gens font un rapport direct avec, souvent, même ça va plus loin que ça, une personne enrobée, on va se dire, elle est paresseuse, elle a pas de contrôle sur elle-même, elle est pas organisée. Ça va plus loin que juste l'apparence. On va insinuer aussi des caractéristiques de personnalité, pas juste des caractéristiques physiques. Donc ça, je pense que c'est vraiment très, très dommage parce que c'est faux. Et les parents ont un gros travail à faire là-dessus. En tant que maman, surtout, les commentaires qu'on fait sur nous, ben ça peut avoir une répercussion sur notre enfant aussi, là. Oui, je dis toujours qu'on peut avoir le meilleur discours en tant que parent. Je suis une maman moi-même, là, je veux dire, on peut avoir le meilleur discours, avoir étudié toutes les théories et savoir quoi dire. Il reste que ce qu'on fait va valoir probablement plus que ce qu'on va dire. Donc, si d'une part, moi, j'essaie d'encourager mes enfants en leur disant « t'es beau, t'es bon, t'es exceptionnel », mais que moi, par rapport à moi, je suis beaucoup dans l'autocritique et dans la dévalorisation. Ce que mes enfants vont retenir, c'est probablement plus ça. Donc, c'est important d'être soi-même. Je veux pas mettre de pression, dire un modèle, mais je dirais plutôt peut-être tant que parent. Ben oui, puis en tant que parent, d'explorer peut-être notre propre relation avec notre corps et avec notre image corporelle. Je pense que c'est vraiment de là la base, puis c'est à partir de là qu'on peut vraiment peut-être transmettre un message positif. Alors oui, c'est sûr qu'en tant que parent, on a ce rôle-là très, très important d'être un modèle par rapport à nous-mêmes. Puis ça, ben c'est pas toujours évident, là. Si tu me permets, Stéphanie, on s'arrête et au retour, on continue de parler de miroir. Parfait.